Givry est connu pour ses vins, mais le vignoble n'est pas le seul intérêt de cette petite ville, riche d'histoire et de monuments. Dans cette vidéo, découvrez ou redécouvrez le patrimoine de Givry et de ses 3 hameaux, Cortiamble, Poncet et Russilly. Généralement, le premier monument que l'on peut admirer en entrant dans le bourg de Givry, c'est l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, construite en dehors des remparts sur l'emplacement d'une église du XIIIe siècle, n'ayant pu être sauvegardée suite à l'effondrement de la voûte principale. L'église actuelle fut bâtie de 1772 à 1791 et a été consacrée durant la Révolution. L'architecte Gauthier en a fait un édifice à prédominance romane qui s'inscrit dans le courant néoclassique. C'était une œuvre expérimentale qui devait lui permettre d'essayer une conception architecturale personnelle. Bâti en pierre de Givry, ce monument est orienté au sud à la demande des habitants qui souhaitaient une entrée sur la rue. Le clocher, haut de 47 mètres, contient 3 cloches du XIXe siècle. En raison des nombreuses colonnes et coupoles, l'intérieur du bâtiment donne l'impression d'un temple antique. La grande coupole qui surmonte la nef est située à 25 mètres du sol. Derrière le maître-autel, on peut admirer un tableau du XVIIe siècle représentant l'Ascension du Christ. Les nombreuses modifications apportées au cours des 2 derniers siècles pour éviter l'effondrement du lieu de culte ne sont pas seulement dues aux erreurs de l'architecte. La présence d'une source mal canalisée sous l'édifice et la piètre qualité des matériaux utilisés faute de finances sont aussi à l'origine du besoin de restauration. La porte de l'hôtel de ville, aménagée de 1759 à 1771 dans une ancienne porte des remparts, figure parmi les plus beaux hôtels de ville en France. Les 2 architectes, Gauthier et Dumoret, se sont inspirés du style Louis XVI pour imaginer ce monument classé depuis 1931. Sous son toit de tuiles vernissées, le bâtiment abrite la grande salle des assemblées communales où se réunit à présent le conseil municipal. Sur la face est du porche, les armes de France que l'on peut voir maintenant ont été pendant longtemps remplacées par un dessin du drapeau national. Sur la face ouest, tournée vers le centre-ville, on peut lire l'année 1771 en chiffres romains et les armes de Givry représentent les 3 richesses de la ville médiévale. La gerbe de blé symbolise la fertilité des terres à l'est du bourg, la branche de chêne représente la forêt communale, et enfin le cep de vigne rappelle que Givry est doté depuis l'Antiquité d'un vignoble de qualité. L'édifice, décoré de rocailles ou d'éléments antiques, est surmonté d'un campanile à 6 colonnes, contenant 3 cloches également classées, datant du XVIIe et XVIIIe siècle. C'est dans ce campanile que l'on a retrouvé un document considéré comme le plus vieil état civil de France, découvert à ce jour. À gauche de la porte de l'hôtel de ville, les vestiges de l'ancienne prison rappellent que la ville a obtenu au XVe siècle son indépendance vis-à-vis du Seigneur. La croix discrète qui se trouve à côté surmonte la chapelle où étaient bénis les condamnés avant leur exécution. La halle ronde, bâtie en pierre blanche de 1825 à 1830, sur l'emplacement d'une halle médiévale de forme rectangulaire et sur les plans de l'architecte chalonnais Narjou, fut durant 50 ans l'un des marchés au grain les plus importants de Saône-et-Loire. Lors de sa construction, 8 portes donnaient accès aux charrettes de grains qui étaient déchargées à l'aide d'un treuil situé au grenier, à travers des trappes ouvertes dans le plafond du rez-de-chaussée, et encore apparentes aujourd'hui. Le grain, stocké au grenier, y passait l'hiver pour y sécher. Le toit d'ardoise est surmonté d'un coq et masqué par une balustrade. L'escalier central en colimaçon, construit par un compagnon du Tour de France, ainsi que la charpente du grenier construite avec le bois des chênes de Givry, ont amplement accéléré le classement de la halle ronde parmi les monuments historiques dès 1931. En 1880, 4 portes furent murées et les autres munies de grilles afin d'améliorer le fonctionnement du bâtiment. Mais l'arrivée du chemin de fer à Givry diminua l'utilisation de la halle et elle fut reconvertie successivement en entrepôt de matériel, en salle de réunion agricole
puis en galerie d'exposition destinée à l'art et à l'artisanat. Le grenier, interdit au public, possède une charpente d'exception. À côté de la halle ronde, la fontaine aux dauphins n'a pris sa forme actuelle qu'en 1776, malgré une existence plus ancienne. Elle est alimentée par les eaux venant de la colline de Varanges. Son aspect actuel lui a été donné par les architectes Gautinet et Dumoret. Elle est surmontée d'un cadran solaire et d'une méridienne. Le déplacement de l'ombre de cette dernière est représentatif de l'espace de la journée solaire. La ligne verticale au centre du cadran matérialise le midi céleste ou midi absolu. Sur ce même axe sont positionnés 11 signes du zodiaque sous forme de runes. Comme sa voisine la halle ronde, la fontaine aux dauphins est classée en tant que monument historique. Positionnée boulevard de Verdun, la fontaine du Dauphin, plus petite, est initialement installée à l'angle de la rue de Cluny et du boulevard, et n'a été transférée à son emplacement actuel qu'en 1965, car elle gênait la circulation croissante. Elle a été créée par Narjou en 1829. Dispersées dans Givry, de nombreuses autres fontaines sont encore visibles, pour la plupart créées au XIXe siècle. Au détour d'une rue, on peut aussi tomber sur une vieille pompe à eau ou un calvaire. Le lavoir de Varanges est situé sur l'ancienne source qui alimentait jadis la rue des Tanneries, avant de rejoindre les fossés de la ville. De proportions impressionnantes étant donné les besoins du centre-ville, son toit est soutenu par des piles de pierre et des pièces de bois. Le poids public, dont il ne reste que le bâtiment, permettait aux habitants de peser les marchandises à la fin du XIXe siècle. L'on peut encore voir la gare de Givry, reconvertie en salle à louer. La poste actuelle est installée depuis 1910 dans l'ancienne halle aux comestibles, également appelée halle au vin, ce qui explique la présence d'un fronton sculpté. Ce dernier est l'œuvre du sculpteur Chauche, qui a représenté les emblèmes de Givry. Au détour d'une rue, au coin d'un bâtiment, l'on peut encore trouver des traces que la ville garde de son prestigieux passé. Une statuette, un calvaire ou même une tour prise dans le tissu urbain. Certaines maisons conservent une partie de l'architecture médiévale, avec leurs boutisses, leurs mitres de décharge. D'autres laissent encore voir une partie du rempart. Cette statue équestre de Saint-Martin, intégrée à un pan de mur des anciennes fortifications, surplombait le fossé par le passé. La rue des Tanneries est sans doute l'une des rues les plus médiévales de la ville. À l'origine, 4 tanneries étaient en service, alimentées en eau par les ruisseaux de la colline de Varanges. Les bâtiments n'ont pas été modifiés. Intégrés dans les remparts, 8 échauguettes encerclaient la ville et surveillaient l'arrivée d'éventuelles menaces. L'on peut encore voir leur remplacement dans certaines portions du rempart qui n'ont pas été modifiées. Sur ce plan de Givry datant de 1829, j'ai reconstitué les fortifications que vous pouvez voir en noir. Pour vous aider à prendre vos repères, la halle ronde est colorée en jaune et l'église en vert. À partir du XVIIIe siècle, les remparts furent absorbés par l'expansion de la ville et les fossés qui les entouraient furent comblés pour gagner de l'espace constructible.
Cette cabane, construite à l'intérieur des anciennes fortifications, donne une idée de leur épaisseur. À Givry, sur un mur, l'on peut aussi trouver une date ou un emblème, divers éléments qui nous rappellent les épisodes historiques de la cité et ses origines antérieures à la conquête romaine. Non loin du bourg, le hameau de Cortiamble est riche de quelques monuments d'exception. Datant de la première moitié du XIIe siècle, l'église Saint-Martin de Cortiamble est en restauration depuis 1997 grâce à l'ASDEC qui a lutté pour sa sauvegarde. De l'édifice initial de pur style roman, seul le clocher culminant à 22 mètres et 2 chapelles sont encore visibles. Le toit situé entre les 2 chapelles a été restauré récemment. Le reste de l'église a été démonté pour la réutilisation des pierres, après que l'église de Poncet l'ait remplacée comme église paroissiale des hameaux. Tous les objets de culte de l'église de Cortiamble ont été transférés dans l'église de Poncet lors de sa mise en activité. L'une des chapelles latérales contient encore une piscine liturgique dont la forme en M est surprenante. Construit en 1829, le lavoir de Cortiamble est bâti en impluvium et en forme de demi-cercle. Cette forme de lavoir est rare, de plus le cadre dans lequel on l'a édifié est agréable et reposant. Construit à partir de 1803, les lavoirs sont le symbole d'un engagement pris par Napoléon Ier en faveur d'une campagne de propreté dont il avait soutenu la cause avec ferveur par des budgets importants. À Cortiamble, l'on peut voir quelques fontaines construites au XIXe siècle. En continuant de ces quartiers du bourg, un deuxième hameau, Poncet, a son église pour symbole. Elle date de 1869, Narjou est à l'origine des plans, de même qu'il a donné forme à l'église Saint-Côme à Chaloux. Le style de l'église est classique des années Napoléon III. Elle a été bâtie pour remplacer l'église de Cortiamble quand cette dernière devint trop étroite pour le nombre de fidèles, et elle contient les objets de culte de l'église de Cortiamble. L'église de Poncet a la particularité de contenir une statue de la Vierge enceinte. Des 3 hameaux de Givry, Poncet est sans doute celui où l'on peut voir le plus grand nombre de calvaires, plus ou moins travaillés. On peut aussi y voir quelques vieilles pompes à eau abandonnées. Sur la route de Russilly se tient encore le vieux lavoir de Poncet.
Le dernier des 3 hameaux de Givry, Russilly, est perché au sommet d'une colline, ce qui offre un superbe panorama. Installée légèrement en aplomb du hameau, l'église de Russilly domine le paysage depuis 1768. Elle remplace une église antérieure située 300 mètres à l'ouest du hameau. Le cimetière entoure l'église actuelle, ce qui est assez rare de nos jours. Le chœur est voûté en berceau et l'église contient quelques belles sculptures et médaillons, ainsi qu'une toile au-dessus de l'autel. D'origine, sa toiture était couverte en lave, mais elles ont hélas été remplacées par des tuiles. Russilly possède également 2 fontaines, son propre petit lavoir et un four à pain au toit de lave. En parcourant les chemins aux alentours du hameau, l'on peut trouver plusieurs calvaires. Le Sacré-Cœur, petite statue blanche placée sur une falaise, domine Russilly, de même que la statue Notre-Dame de Varange surplombe le bourg de Givry. La statue de Notre-Dame de Varange, communément appelée la Madone, a été inaugurée en 1866. L'église de Givry en contient une copie. De fondation antérieure au XIIIe siècle, la Maison Dieu était à l'époque l'hôpital de la ville. Éloignée du bourg, elle permettait d'isoler les malades lors des épidémies. Actuellement reconvertie en exploitation agricole, elle contient encore 3 éléments classés aux monuments historiques dans le domaine privé, parmi lesquels la chapelle romane Notre-Dame de Pitié, dont on peut apercevoir le clocher. Le paysage givrotin est agrémenté de cadoles, ces petites cabanes de vignerons, parfois installées dans les murgées, qui sont les tas de pierres ramassées dans les vignes. Les sentiers parcourent les coteaux, et Givry offre un cadre de balade attractif. Une petite ville bien agréable, où j'ai rencontré des gens accueillants.